Et bonjour à tous, ça y est, on est en live pour ce webinaire de la semaine avec Katarzyna Fossati et Manon Chapelle. Bonjour à tous qui est avec nous ce matin. Donc déjà, est-ce que tout le monde nous entend bien? On a laissé la section emoji, donc je vous laisse peut-être nous mettre un petit pouce en l'air pour nous dire que tout est OK. On est là ensemble pour une petite heure avant d'aller manger. Katarzyna, Manon, mais merci d'être avec moi ce matin. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir. On est sur un sujet qui plaît beaucoup. Katarzyna, tu as déjà intervenu, toi, sur Digiformag et OF Connect en atelier. À peu près tous les 6 mois, on vous propose ce sujet parce qu'on sait que vous êtes nombreux à vous poser la question et à vous dire un peu chaque fin d'année ou chaque début d'année, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que je dépose ou pas? Est-ce que c'est fait pour moi? Donc là, l'idée ce matin, c'est qu'on vous présente un peu les grandes lignes, les exigences de France Compétences en la matière. Et donc, on a Manon aussi qui sera là, qui a déposé cette année et qui a eu sa certification. Elle vous expliquera dans quelle thématique et comment ça s'est passé surtout. Et évidemment, comme à chaque fois, vous le savez, on prend le temps de répondre à vos questions. Donc là, on en a à peu près pour une grosse demi-heure. Soyez attentifs. Donc là, Katarzyna, tu vas dérouler ta présentation. Vous aurez le replay, vous aurez les slides, ne vous inquiétez pas. Et vous pouvez prendre l'onglet questions. Et là, prendre le temps de bien les rédiger. Et après, on prendra le temps avec Katarzyna et Manon de vous répondre dans la deuxième partie du webinaire. Alors, moi, j'en profite pour vous représenter aussi OF Connect, Digiformat. Donc, OF Connect, c'est notre communauté. On agrège aujourd'hui plus de 5000 centres de formation, des petits, des grands, des CFA. On est vraiment très, très diversifiés. Je pense que certains, d'ailleurs, sont là avec nous ce matin. Si vous n'êtes pas encore membre, vous tapez dans Google OF Connect. Vous nous retrouvez, vous nous rejoignez et on échange tous les jours avec des pros de la formation sur plein de sujets. Dont la partie CPF, mais aussi Calliope, la pédagogie. Enfin, tu vois, Katarzyna, c'est très, très, très large. Voilà, j'avais juste un rapide petit sondage aussi à vous partager. Je vous le mets en ligne, savoir si vous êtes client Digiformat, membre d'OF Connect, et puis surtout, si vous êtes aussi au démarrage ou pas de votre projet de certification. Ça nous permettra de voir avec Katarzyna si on est dans les clous sur le sujet. J'espère que certains peut-être ont même déjà déposé. On va voir. On verra le retour. Ce sera hyper intéressant, effectivement, de voir un peu les stats. On a déjà 3 personnes qui ont déjà déposé. Super. Katarzyna, alors, est-ce que si ça te va, je vais mettre tes slides en grand. Voilà. Nous, on est juste en bas. Donc, je te laisse te représenter, mais très rapidement. Et puis après, on peut commencer. Et s'il y a un souci de son, de quoi que ce soit, qu'on va un peu vite, vous pouvez nous mettre un petit message dans le chat. Je reste attentive. Et puis, quand vous êtes content de ce qu'on raconte, pareil, mettez-nous des confettis. Ça fait toujours plaisir. Ça nous encourage aussi en live. Et puis, Manon, tu feras intervenir aussi, évidemment, tout au long du webinaire. Avec plaisir. Allez, je te laisse le micro, Katarzyna. Tu peux y aller. Merci beaucoup, Pascal, et merci beaucoup pour l'invitation. De nous donner l'occasion de nous exprimer ici. Et je suis très contente d'avoir Manon avec moi, voilà, parce que elle fait partie des derniers certificateurs qui ont vu leur certif enregistré à la commission du mois de septembre. Donc, voilà, l'expérience est toute fraîche et ça a été un beau cheminement fait aux côtés de Café Lomi. Donc, voilà, je suis très contente. Alors, simplement pour me présenter en 2 mots, donc je suis Katarzyna, pour avoir une vraie prononciation, c'est par l'habitude d'entendre les autres m'appeler Katarzyna Fossati. Je suis consultante en ingénierie en qualité de la formation et de la certification, et aujourd'hui, l'ingénierie certificative, alors sur les aspects montage du dossier de demande d'enregistrement auprès de France Compétences, et aussi l'après, le déploiement de la certification une fois qu'on est enregistré en tant que certificateur, fait partie de mon quotidien professionnel à 200%. Ça occupe grandement mes journées, voilà, parce que c'est un grand sujet voilà, et qui est très, très, très prenant et intense. Les slides suivantes sont construites autour du petit programme ainsi élaboré. Donc, d'abord, un petit topo pour bien comprendre les attendus de France Compétences. Quand on souhaite se lancer dans un projet de certification, en fait, c'est la base. Il faut commencer par ce point-là.
Les erreurs et fragilités récurrentes qu'on observe quand des dossiers sont déposés alors qu'ils n'ont pas été forcément accompagnés. Attention, je ne dis pas que tous les dossiers non accompagnés sont des dossiers fragiles, mais voilà, on observe souvent des fragilités. Puis après, il y a aussi l'expérience qui ressort de... malheureusement, tous les projets n'aboutissent pas et parfois, il y a des ajournements ou ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, des retocages. Pardon. Et donc, voilà, c'est un peu le retour d'expérience que j'aime à présenter ici parce que je pense que ça peut servir au plus grand nombre. Et puis après, la question, c'est alors, est-ce que je suis prêt ou pas pour me lancer dans un projet de certification? Parce que ça aussi, c'est une vraie question. Faire pour faire, c'est un peu dommage. Maintenant, je pense que vous êtes le témoin vivant de quand on met le doigt dans cet engrenage, on y va à fond. C'est clair. Donc voilà, il ne s'agit pas d'y aller juste comme ça un peu en dilettante. Non, il faut y aller pleinement et à fond. Le support, vous allez voir, est dense, très complet. Donc, n'hésitez pas à le charger, à le récupérer. Je vais passer très rapidement sur certaines slides parce qu'on n'aura pas le temps de s'attarder sur certains détails. Mais voilà, on a voulu vous mettre à disposition quelque chose de le plus étoffé possible pour que, si vous voulez creuser, vous ayez quand même des éléments un petit peu plus poussés. Oh, excusez-moi, j'ai un compagnon à quatre pattes qui s'exprime. Alors, parlons des attendus de France Compétences. Tout commence par là. Ce qu'il faut bien comprendre quand on se lance dans un projet de certification, c'est que la formation et la certification, ce sont deux choses complètement différentes. Alors, complètement différentes, oui, mais néanmoins tout à fait complémentaires. Je pense, maintenant n'hésitez pas à me dire si vous avez le même regard que moi là-dessus, que c'est l'un des premiers pièges dans lesquels on tombe quand on se lance dans un projet de certification, c'est qu'on veut absolument focaliser ou parler de la formation. Voilà, donc je vous laisse la parole maintenant, dites-nous si oui. Alors, nous, c'est vrai que quand on s'est lancé dans le parcours de certification, on voulait surtout répondre à un besoin qui était tous les jours ou presque. On avait des aspirants apprenants qui nous appelaient en disant, voilà, moi, j'aimerais vous financer ma formation avec le CPF. Donc, nous, on avait ça en tête. Ils veulent participer à notre formation. Ils veulent utiliser leur CPF. Voilà, il faut qu'on rende la formation CPF. Et effectivement, en discutant avec Katarzyna, on a compris que c'était pas comme ça que ça fonctionnait et que si on souhaitait déposer une certification pour que les apprenants utilisent leur CPF, il fallait se poser la question de mettre en place des épreuves certificatives. Et en fait, ça a été une réflexion qui était, je ne veux pas, aller trop dans le détail, mais ça a été vraiment bénéfique pour nous parce qu'on s'est dit que ça manquait justement dans notre parcours de formation d'avoir une réelle épreuve à la fin et une certification pour qu'ensuite les apprenants aient un document, quelque chose de tangible sur lequel s'appuyer pour leur recherche d'emploi ou même la création de leur entreprise. Alors, merci beaucoup, parce que voilà, la transition, elle est juste parfaite. Qu'est-ce qu'on entend par formation? Qu'est-ce qu'on entend par certification? Parce que finalement, quand on veut rendre une formation éligible au CPF, il faut que la formation soit certifiante. Or, une formation certifiante, c'est une formation qui donne lieu à des évaluations certificatives à l'issue du parcours de formation. Et donc, la certification, finalement, c'est toute cette phase d'évaluation de compétences à travers une ou plusieurs épreuves. Déjà, ça dépend si on va vers le répertoire spécifique, donc le RS, ou le répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP. Ce n'est pas la même quantité et la même présentation au niveau des épreuves certificatives, mais la certification, c'est bien ça. Et donc, moi, j'aime bien comparer la formation à quelque chose qui va parler à tout le monde, l'année de terminale, enfin en tout cas l'année scolaire au cours de laquelle je vais apprendre plein de choses, différentes matières, j'ai différents professeurs, je vais acquérir des compétences par exemple en anglais pour savoir me présenter, pour présenter un texte, des choses qui je pense parlent pas mal. Et puis, à la fin de l'année, je vais être inscrit à un examen. Donc, en l'occurrence, je prends l'exemple du baccalauréat. Et donc, lorsque je suis inscrit à cet examen, je vais arriver avec mon bagage de compétences et de connaissances.
et je vais arriver, par exemple, lors des oraux, devant un jury d'examen. Ce jury d'examen n'est pas composé de mes professeurs, ce sont des personnes en général que je n'ai jamais vues. Et là, il va falloir que je montre ce que je sais faire, ce que j'ai appris. Et donc ça, c'est finalement ce qui correspond à la certification, ce qui va venir valider quelque chose grâce à, alors dans le jargon, on appelle ça un parchemin, donc un joli diplôme, un bout de papier là, voilà, sur lequel il y a des informations qui attestent d'eux. Et donc, c'est la somme du parcours de formation et la certification, c'est-à-dire les évaluations, qui font qu'un parcours de formation est dit certifiant. Et donc, une fois qu'il a enregistré à l'un ou l'autre répertoire, on va en parler juste après, et bien là, la formation, du coup, sera éligible au CPF. Et attention, quand une formation est éligible au CPF, ça sous-entend qu'il faut s'inscrire aux évaluations à l'issue de la formation, passer l'examen. Alors, parfois, on réussit, parfois, malheureusement, on ne réussit pas. Mais c'est bien l'entièreté du parcours qui est éligible au CPF. Ce n'est pas juste la formation et après, non, finalement, je n'ai pas envie de passer la certification. Non, malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Oui. C'est vraiment Ce qui n'était pas très clair il y a 2-3 ans, mais là, en tout cas, depuis quelques temps, tout le monde appuie sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup d'apprenants parfois qui ne passaient pas leur évaluation à la fin, effectivement. Exactement. Voilà. Et donc, tout commence lorsqu'on se lance dans un projet de certification par la compréhension des exigences de France Compétences, exigences qui ont été précisées via un décret qui est paru en juin dernier et qui a pris effet hier, voilà, le 1er octobre. Donc, en fait, ces exigences et ces précisions étaient déjà en œuvre, clairement. C'est juste qu'elles ont été formalisées à travers le décret. Et donc, France Compétences a émis une deadline à partir de laquelle les dossiers de demande d'enregistrement devaient obligatoirement se mettre à jour. Et donc, c'était hier. Donc, il y a quelques petites évolutions dans les dossiers en question. Alors là, je vous ai mis les textes. Je ne rentre pas dans le détail de ces textes-là parce que ce n'est pas une veille réglementaire. En tout cas, on n'en aura pas le temps aujourd'hui. Mais quand on veut donc déposer son dossier auprès de l'un ou l'autre répertoire, eh bien, il va falloir respecter un certain nombre de critères. Alors, avant de parler des critères à proprement parler, parlons des 2 répertoires. Et c'est la grande question qui fait démarrer le dossier. Si on s'estime potentiellement prêt, ou en tout cas qu'on a le souhait de se lancer dans une certification, il va falloir qu'on détermine à quel répertoire le projet de certification va être rattaché. Pour faire très simple, si je souhaite créer une certification qui va régir un métier, donc métier pâtissier, informaticien, wedding planner, voilà, un métier, eh bien, on va aller sur du RNCP, Répertoire national des certifications professionnelles. Ce répertoire encadre de métiers, ou en tout cas des groupes de métiers homogènes. Vous avez aussi des métiers dits réglementés. Il y a certains métiers tels que les experts comptables, par exemple, ou les avocats, voilà, vous en avez comme ça certains qui font partie de ces métiers dits réglementés. Eh bien, on va les retrouver dans ce répertoire. Donc, ça veut dire que quand on dépose une certification en vue d'un métier, en principe, c'est une formation qui est plutôt longue, qui va être constituée de plusieurs blocs de compétences, à l'exception des métiers réglementés, mais bon, voilà, je ne rentre pas dans le détail. Plusieurs blocs de compétences et c'est vraiment tout un ensemble. Par exemple, je prends le cas d'un toiletteur canin. Eh bien, le toiletteur canin, au-delà des compétences qui vont faire l'objet d'un bloc propre au toilettage, vraiment aux techniques de nettoyage, de coupe, etc. Il va y avoir aussi des compétences potentiellement relatives à la relation client, au pilotage de l'entreprise, à la vente, au commerce. Donc voilà, on voit qu'un métier, en fait, c'est constitué de plusieurs ensembles de compétences pour pouvoir le déterminer. Dans le cadre de l'autre répertoire, c'est RSCH, répertoire spécifique des certifications et des habilitations, et bien là, on va avoir non pas un métier dans son ensemble, mais des compétences complémentaires ou transversales en métier. On va faire très simple, compétences complémentaires, j'ai un métier de base et il me faut rajouter une corde à mon arc.
Je reprends le cas de mon pâtissier. Je reprends toujours le même exemple à force, mais c'est, je pense, suffisamment parlant. Je prends le cas d'un pâtissier qui voudrait acquérir des techniques nouvelles, tendances et qui plaisent pas mal sur le marché du travail, à savoir le cake design. Vous savez, ces jolies fleurs en pâte à sucre voilà, qui font des jolis décors harmonieux et avec ces gâteaux à étage très impressionnants. Ça, c'est de la compétence complémentaire. Donc, on rajoute une corde à un arc. Mais on peut aussi parler de compétences transversales. Et là, il s'agira, par exemple, des formations en langue ou en informatique, et qui peuvent servir potentiellement à plein de métiers différents. Voilà. Puis après, on a aussi des habilitations et tout ce qui relève des normes de marché, donc tout ce qui est sauveteur, secouriste au travail ou les habilitations électriques. C'est aussi des choses qu'on va retrouver dans le RS. Manon, vous étiez sur le RS. Oui, alors au tout début, c'est vrai que nous, dans le café spécialité, dans notre métier, on parle parfois de métier de barista. Donc au début, c'est vrai qu'on avait un petit doute sur le type de répertoire qui était le plus approprié pour nous. Mais en réalité, on s'est rendu compte que barista, donc la personne qui extrait le café, qui le prépare, qui le met en valeur, c'est pour nous finalement une compétence complémentaire ou transversale, j'ai un petit doute. Mais en tout cas, c'est une compétence qui vient vraiment s'ajouter, compléter un métier existant, que ce soit serveur, gérant d'un établissement de petite restauration, ou même aujourd'hui, on voit beaucoup de fleuristes, de libraires qui décident d'avoir un coin café dans leur commerce, dans leur établissement. Et donc, c'est finalement vers le RS qu'on s'est dirigé. Et voilà, c'était beaucoup plus cohérent aussi pour nous. Ouais. Et donc, là, typiquement, on a une cible professionnelle qui est définie, à savoir le serveur ou le gérant d'un point de vente, je vais dire, mais en tout cas d'une boutique dans laquelle on servirait du café, et qui ne maîtrise pas systématiquement des techniques de barista, parce que servir le café, jusque-là, bon oui, appuyer sur le bouton de la machine, c'est une chose, mais quand on veut servir un vrai café de spécialité avec des techniques, et expliquer aussi ce que l'on sert aux clients, et puis faire ces fameux décors sur les mousses de café, enfin voilà, là, ça nécessite un vrai savoir-faire. Katarzyna, je te coupe parce qu'on a quand même déjà des petites questions qui remontent et des commentaires. Peut-être préciser aussi, même s'il y a déjà une certification qui est sur le répertoire France Compétences, ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas en reposer une nouvelle qui est similaire. Exactement. Il n'y a pas du tout de primauté. Il n'y a pas de, et heureusement d'ailleurs, hein, parce que sinon ça nuirait à la libre concurrence. C'est pas premier arrivé, premier servi, fort heureusement. D'ailleurs, je vous invite à naviguer un peu si ça vous intéresse sur le site de France Compétences et dans le moteur de recherche. Voilà, ne serait-ce qu'en esthétique. Tiens, par exemple, si vous tapez prothèse ongulaire ou extension de cils, vous allez voir qu'il y en a plusieurs, pour ne pas dire plein, qui sont enregistrées et qui semblent assez similaires. Alors, elles se différencient dans le contenu des référentiels, et pour autant, il y en a plusieurs qui sont déposées. Ça ne pose aucun souci. Voilà. Et par contre, pour tous les diplômes en fait classiques, les CAP, DEP, là, c'est les ministères qui gèrent, et du coup, là, on est plus partenaire que là, on ne peut pas déposer des certifications. Alors, oui et non, parce que, par exemple, sur le métier de cuisinier, il y a du CAP cuisine, comme il y a aussi de la certification. Si je ne dis pas de bêtises, il faudrait que je vérifie, mais il y a aussi de la certification d'établissement privé qui est déposée. Donc, tout dépend de la nature en fait, de la certification. Il faut voir aussi lorsqu'on a des réglementations ou pas, parce que, bon, vous imaginez bien que déposer un diplôme en médecine, non, et heureusement, c'est bien normal, il y a un ordre derrière. Mais voilà, donc en tout cas, non, il n'y a pas de barrière à l'entrée, sauf si on veut déposer des choses trop farfelues ou ésotériques, ou voilà. Mais il faut quand même conserver une certaine logique, mais en tout cas, il n'y a pas de problématique de cet ordre-là. Ça marche. Allez, on passe à la suite. On voit toutes vos questions, on essaiera de les traiter aussi, moi par écrit, et après avec Katarzyna. Parfait. Parfait. Alors, donc, une fois qu'on a déterminé vers quel répertoire on veut aller, eh bien, il va falloir respecter les critères de ces répertoires. Donc, au RNCP, il y a 9 critères à respecter.
Alors, 7 plus 2, on va dire, mais il y a 9 critères à respecter et ORS, il y en a 6. Je vais vous faire grâce de la lecture détaillée de chacun des critères, de chacun des répertoires. Donc, ça, on a mis volontairement les slides avec un max de détails pour… voilà. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, enfin, vous voyez, il y en a quelques-unes. Vous les aurez, vous pourrez les lire à la maison tranquillement, ce week-end, par exemple. Voilà, c'est en livre de chevet, c'est génial. Non, mais blague à part, ces critères-là, vraiment, il faut les lire, il faut les comprendre, il faut se les approprier. Ce que France Compétences met dans ces critères, et c'est valable finalement pour les 2 répertoires, c'est qu'il faut que le projet, je vois les petits emojis, c'est qu'il faut que les projets de certification répondent à un vrai besoin identifié sur le marché du travail. Si on se lance dans une certification en disant cette formation, elle me plaît, elle me fait plaisir, pourquoi pas. Mais encore faut-il que cette formation réponde à un vrai besoin identifié sur le marché du travail. Là, on voit par exemple dans les techniques de barista, de Café Lomi, qu'il y avait un vrai besoin. Imaginez le nombre, en plus en France on adore le café, le nombre de points de vente qui proposent du café et le nombre de personnes qui travaillent dans ces points de vente et le nombre de personnes qui n'en maîtrisent pas les compétences. Parce qu'encore une fois, investir dans une sacrée machine pour servir du café sans tout ce que ça implique et sans la maîtrise, parce qu'il y a aussi des notions de sécurité liées à l'utilisation des machines. Si on ne maîtrise pas ces compétences, ça peut poser une problématique. Autre angle par lequel on peut aborder le projet de certification, c'est si notre candidat, et là je parle de candidat à un emploi, se présente dans un de ses points de vente en disant regardez, moi, je suis le candidat idéal parce que j'ai une certification qui atteste de mon savoir-faire dans les techniques de barista. Imaginez l'employeur, s'il hésite entre 2 profils et qu'il voit cette attestation, potentiellement pour lui, ça peut être quelque chose qui va pencher dans la balance pour choisir le candidat qui correspondra aux attentes du poste. Donc, vous voyez, la réponse à un besoin identifié sur le marché du travail, c'est vraiment central dans la question de la certification. Et ça, c'est valable pour les 2, que ce soit pour un métier ou que ce soit pour une compétence complémentaire ou transversale. Donc, si cette identification n'a pas été faite de manière factuelle, et j'entends par factuelle avec des sources, des preuves, qui démontrent que, donc ça se fait dans une pièce du dossier qu'on appelle la note d'opportunité. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce qui compose les dossiers. Eh bien, déjà, il va y avoir un problème pour défendre le projet. Voilà, faisons un petit zoom sur les pièces du dossier. Donc, vous avez dans les slides les 2 dossiers, RS et RNCP. Donc là, ici RNCP, ici RS. Vous avez des points communs entre chaque pièce du dossier, mais grosso modo, voilà ce qu'il va falloir amener. Un référentiel de compétences et d'évaluation. Attention, le référentiel de compétences et d'évaluation n'est pas le programme de formation. Le programme de formation, c'est le contenu, c'est les modules de formation qui vont permettre de préparer aux compétences du référentiel. Donc finalement, entendez par compétences du référentiel les objectifs d'acquisition de compétences qui figurent tout en haut de votre programme de formation. On peut le voir ainsi. Donc, référentiel de compétences d'évaluation. Il faudra également une note d'opportunité économique et sociale du projet. Je dis de manière très schématique que cette note d'opportunité, c'est un peu la dissertation géante. Manon, elle a adoré écrire sa dissertation, mais la dissertation géante dans laquelle on va exposer que, oui, notre projet répond à un vrai besoin du marché. Voilà. Il y aura ensuite la valeur d'usage. La valeur d'usage, c'est la mise en œuvre concrète de la certification. Donc, traduction, c'est combien de personnes vous avez formées à ce jour, combien de personnes ont été évaluées sur les compétences qui figurent dans votre référentiel, et sur ces personnes, quelles sont celles qui les utilisent de manière concrète dans leur quotidien professionnel et quelle expérience elles peuvent en partager. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas lancer un projet sans l'avoir mis en œuvre, pour de vrai, au moins avec une session. Une fois qu'on a fait ça, on a aussi une procédure d'assurance qualité, un règlement d'évaluation. Donc, ce sont un ou des documents, ça dépend comment on les présente,
qui vont présenter les règles du jeu de la certification. Quelles sont les épreuves que je vais passer? Combien de temps elles durent? Qui va m'évaluer? Quel est le profil des jurys? Qu'est-ce qui se passe si je fraude, si je triche? Quels sont les aménagements qui sont possibles en cas de situation de handicap, par exemple? Quelles sont les modalités relatives à la RGPD? Enfin, vous voyez, donc tout ça, ça doit figurer dans une procédure et qui va être joint au dossier. Et enfin, on aura une convention de partenariat. Convention de partenariat, c'est si vous souhaitez créer une certification, potentiellement peut-être que vous allez vouloir créer un réseau de partenaires. Donc, ça veut dire qu'en tant que certificateur, vous allez habiliter d'autres organismes de formation et vous allez leur donner le droit d'utiliser votre certification moyennant finance. Et donc, il faut créer une convention. Alors, même si ce n'est pas tout de suite votre intention, il faut d'office fournir ce projet de convention pour bien montrer que vous avez anticipé cette situation. Voilà. Et au RNCP. Katarzyna, tu l'avais pas forcément, on l'a pas forcément dit au départ, mais c'est vrai que est-ce que le taux d'échec là, fin 2025, enfin le taux de dossiers qui sont refusés est toujours aussi important? Tu pourrais nous donner une statistique là ou... Il augmente, pas le taux d'échec, pardon, le taux de réussite. Nuance. Le taux de réussite augmente. Alors déjà parce que je pense que les porteurs de projets sont de plus en plus sensibilisés aux attentes de France Compétences. Donc on dépose plus comme avant un peu en dilettante, un truc vite fait là en se disant qui ne tente rien à rien. Il y en a de moins en moins des dossiers comme ça. Et puis parce que la plupart des porteurs de projets se font accompagner. Et donc, forcément, ça influence Et puis aussi parce que France Compétences est de plus en plus clair aussi dans la formulation de ses exigences. Donc, il n'y a pas ce flou qu'on avait il y a encore quelques temps. Là, c'est quand même de plus en plus précis. Voilà. Côté... alors, je n'ai plus les stats en tête récentes. Je ne sais plus. Mais enfin, le taux d'échec, il reste quand même assez... encore élevé. Voilà, mais voilà, enfin, après, c'est un vrai travail aussi, et ça explique malheureusement ces taux-là. Oui, puis il y a juste une question de Maxime qui nous demandait, est-ce qu'on peut consulter les dossiers déposés et accepter alors non, on a la liste simplement des certifications. Je crois que c'est tous les mois que France Compétences nous partage cette liste. On découvre plein de nouveaux certificateurs, mais non, Maxime, on ne peut pas évidemment accéder à tous ces dossiers. Non, alors, après, peut-être que... par contre, trouver un certificateur qui serait d'accord pour vous les partager, vous voyez, par exemple, Manon que j'ai accompagnée, en aucun cas, je ne pourrais partager son dossier parce que c'est totalement confidentiel. Par contre, vous avez quand même une pièce qui est accessible sur le site de France Compétences. Évidemment, c'est le référentiel de compétences. Ça, c'est le seul doc qui est en partage libre et que vous pouvez consulter. Juste pour boucler la boucle sur ce que je disais sur les composantes des pièces de demande d'enregistrement, ce que je vous ai partagé sur l'ERS est un petit peu plus étoffé côté RNCP. Voilà, bon là, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est le RNCP est un dossier plus volumineux et donc il y a plus de pièces à déposer. Erreurs et fragilités récurrentes. Alors, voilà. Ce qu'on peut observer dans les dossiers, même quand ils commencent à prendre un petit peu corps et être un petit peu plus solide, c'est que au niveau des référentiels, par exemple, les référentiels vont être trop survolés, trop génériques ou pas assez reliés à la réalité terrain. Et donc, voilà, ça, c'est des lacunes qu'on observe assez fréquemment. Que la structure, parce qu'il y a une architecture à respecter quand on crée des référentiels. Donc, par exemple, au RNCP, il faut décomposer son référentiel en activités, en compétences, tout ça regroupé dans des blocs et relié à des critères d'évaluation. Voilà, donc si on ne respecte pas cette écriture imposée par France Compétences, voilà, ça donne des incohérences au niveau de la lecture. Et puis, souvent, c'est les modalités d'évaluation aussi qui vont pêcher, puisque on est vite tenté de faire des évaluations les plus simples possibles et d'intégrer par exemple un maximum de QCM, mais en fait, c'est pas ça qu'on attend dans une certification. Les évaluations, elles doivent vraiment être au plus proche de la réalité du terrain. Et par exemple, chez Café Lomi, Manon, expliquez-nous en 2 mots comment ça se passe, les évaluations. Oui, alors au début, c'est vrai qu'on était, au tout début, quand on a fait notre référentiel, on avait intégré beaucoup de connaissances et vous nous avez vraiment alerté sur le fait qu'il fallait se concentrer sur des compétences avec des verbes d'action.
Donc, on a fait ce travail et ensuite, on découlait assez logiquement les évaluations qui se décomposent d'une bonne partie de pratique. Après, c'est un métier justement de pratique. Donc, on va avoir d'abord une mise en situation où le barista va mettre en place tout son espace, régler son moulin, régler sa machine, faire ses contrôles. Ça, c'est une première épreuve pratique. Et puis ensuite, on a une seconde épreuve pratique avec des bons de commande qui sont générés de façon aléatoire. Donc, le barista va réaliser plusieurs boissons dans un temps imparti. Donc, des boissons à base de café, espresso, boissons lactées, texturer le lait. Là, il va vraiment pouvoir, pendant ces épreuves, le jury va pouvoir évaluer toutes les compétences presque du référentiel. On a une deuxième phase d'évaluation où l'apprenant, le candidat, va goûter les cafés. Et donc là, on va vérifier qu'il sait contrôler la qualité de l'espresso. Et enfin seulement, il y a un questionnaire. Donc là, c'est une épreuve théorique, mais c'est un questionnaire à réponse ouverte et courte pour tout de même évaluer qu'il connaît les variétés de café, qu'il connaît l'histoire du café, comment est transformé le café de la plante à la tasse. Ça nous semblait quand même très important d'évaluer ces connaissances là-dessus. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc on est typiquement dans de l'évaluation proche du terrain. Voilà, donc après en termes de bonnes pratiques, pareil, hein, dans les slides, on vous a fait un petit résumé, un petit pense-bête des bonnes pratiques. Donc bien penser à dissocier formation et certification, parce que c'est vraiment ces deux aspects totalement complémentaires mais bien différents. Bien respecter l'architecture demandée, écrire en compétences, c'est comme ça qu'on dit dans le jargon, on écrit en compétences, et bien formaliser ces évaluations. Et après, bien structurer son dossier avec les pièces qui sont demandées par France Compétences. J'ai vu passer dans les questions, alors je ne les vois pas toutes passer parce que forcément, quand je suis concentrée sur les slides, je ne vois pas tout, notamment sur l'éligibilité, le côté finançable par le CPF. En fait, seules les formations certifiantes, et donc qui aboutissent à une certification, peuvent être prises en charge par le CPF. C'est pour ça que lorsqu'on est organisme de formation et qu'on souhaite voir ces formations éligibles au CPF, eh bien, soit on dépose un dossier auprès de France Compétences. Éventuellement, on a aussi la possibilité de se faire habiliter par un certificateur déjà enregistré pour ne pas avoir à déposer le dossier. Après, ça crée une situation de dépendance puisqu'il faut reverser un montant au certificateur. Katarzyna, il nous reste une demi-heure et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de questions qui sont toutes assez pertinentes. Donc, j'essaie de répondre à celles qui sont accessibles pour mon degré de connaissance. Est-ce que ça te va si tu finis un peu sur ta présentation et puis on passe aux questions ? Oui. Bah, en tout cas, la présentation, alors j'espère qu'elle sera suffisamment parlante pour que, voilà, lorsque vous consulterez les slides, vous pourrez vous y retrouver. Sinon, évidemment, n'hésitez pas à me contacter en off, je répondrai très volontiers à des questions. Voilà, ce qu'il faut retenir, en tout cas, du montage du dossier de demande d'enregistrement, c'est que c'est pas une formalité administrative. C'est un travail de longue haleine. Il y a plein de choses à justifier, à expliquer, à décortiquer. C'est passionnant, clairement, à faire, mais voilà, et ça ne peut pas se faire sur un coin de table en une demi-heure. C'est plusieurs jours, voire plusieurs semaines de travail. Bon, maintenant, vous en savez quelque chose. Donc voilà, ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Donc, il faut vraiment prendre le temps. Si possible, bloquez-vous un temps dédié et pas une heure par-ci, une heure par-là, parce que, voilà, encore une fois, il faut être totalement concentré. Et voilà, une fois que ça rentre dans une stratégie globale aussi, c'est ce qu'on disait, et puis peut-être avoir le regard d'un expert comme Katarzyna pour voir si vraiment il y a une chance ou pas que vous puissiez déposer, parce qu'il y a peut-être des fois on a des envies, et puis finalement, toi, tu sais très vite, Katarzyna, que là, il n'y a pas de chance que ça fonctionne, en fait. Oui. Tu le sais. Enfin, c'est compliqué des fois d'avoir un avis tranché, mais il y a des dossiers où je sais que tu m'as dit là, clairement, ça va aller au casse-pipe, on n'y va pas, quoi. C'est pas le bon moment, il n'y a pas assez de matière. Exact. Alors, soit parce que la nature
structure du projet, en fait, ça ne répond pas du tout à l'objet d'un enregistrement. Parce qu'on est sur des formations, des intitulés de formation, et je parle bien de sujets de formation, donc je ne peux pas donner d'exemple parce que voilà, mais voilà, qui ne peuvent pas être enregistrés, soit c'est parce que tout simplement on n'est pas encore assez prêt, pas assez mûr, et que ça nécessite peut-être, pourquoi pas, d'être accompagné pour structurer un projet de certification en vue d'un dépôt ultérieur. Ou parfois en l'état, avant même de faire quoi que ce soit, hein, c'est vraiment un entretien pendant lequel on fait un entretien exploratoire et on pose un peu les pièces du puzzle et on va dire là, en l'état, ça ne sert à rien d'y aller parce que à part perdre son temps et essuyer un refus, ça ne passera pas. Voilà, donc ok, ça marche. Point important. Alors, ce qu'on va faire, ce que je vais vous demander, donc la présentation, vous pourrez la voir en détail, on vous l'enverra par mail évidemment. Je vais l'enlever. Pendant qu'on commence à répondre aux questions par ordre décroissant, faites remonter un peu les questions qui vous intéressent le plus dans l'onglet questions. Ça nous aidera à prioriser. Là, je vois que la question, par exemple, de Solène a eu 5 votes, donc on va peut-être répondre à cette question en priorité. Donc, faites ce travail pour nous aider. Et puis, Katarzyna, Manon, on peut démarrer. Je prends les questions là qui arrivent. Il y en a plein qui arrivent. Hein, donc, allez, je prends la question. On commence par Mélanie. Allez, je la mets en direct comme ça. Tu la vois, Katarzyna, c'est bon? Ah oui, voilà. Un référentiel est forcément déposé par une structure unique, pas un groupe. Aussi, ici, alors on peut être co-certificateur, c'est-à-dire que vous pouvez vous lancer dans l'aventure certificative avec un ou plusieurs partenaires. Donc, dans ce cas-là, il faudra rédiger ce qu'on appelle une convention de co-certification pour bien cadrer et formaliser les rôles de chacun. Et ça veut dire qu'une fois que la certification est enregistrée, elle appartient, disons-le comme ça, à un collectif de certificateurs qui endossent la même responsabilité. Hein. Donc, s'il y en a un qui fait des bêtises ou qui ne s'implique pas suffisamment dans le déploiement ensuite de la certification, c'est potentiellement l'autre aussi qui va en pâtir. Et donc, voilà. Mais en tout cas, oui, c'est tout à fait possible. C'est possible. C'est plus rare, mais c'est possible. Il y a Anne mais une question qui est revenue plusieurs fois d'ailleurs. Est-ce qu'il faut avoir animé une cohorte? Là, il y avait un vrai sujet sur ça. Ça a changé, je crois d'ailleurs. Alors, ça a changé, oui et non. C'est-à-dire qu'avant, ce n'était pas très, très clair, mais c'était déjà le cas, hein, parce que clairement, il fallait démontrer la valeur d'usage de la certification. Là, il n'y a plus aucun doute depuis le décret du mois de juin. C'est très clair. Si vous déposez une certification, vous devez démontrer que vous avez formé et évalué à minima une cohorte. Donc, une cohorte, c'est un ensemble de personnes sur une année civile. Si vous ne présentez qu'une seule cohorte, votre enregistrement potentiel sera plafonné à maximum 3 ans. À partir de 2 cohortes, vous pouvez viser jusqu'à 5 ans d'enregistrement en cas d'enregistrement. Voilà. Ça marche. Allez, il y avait Maxime qui avait 5 votes. On prend ta question, Maxime. On a déjà donné pas mal. Conseil recommandation rapide que l'on ne trouve pas sur Internet pour ceux qui souhaitent déposer leur dossier. Il n'y a pas de recette magique, hein, j'ai l'impression quand même, dans tout ce que tu nous dis, à part travailler dur. Il n'y a pas de hack. Alors déjà, vérifiez que votre projet répond à un besoin identifié sur le marché du travail. Ça, c'est primordial. C'est vraiment la base. Ensuite, une cohorte. Mettez en œuvre pour de vrai votre certification, même si c'est un peu des épreuves blanches, d'accord, mais réunissez un jury, faites passer les épreuves, vérifiez, parce que parfois on dit, tiens, je vais faire un oral de 20 minutes, sauf qu'en 20 minutes, soit ça dure beaucoup plus longtemps, soit beaucoup moins longtemps, donc il faut faire des ajustements, pareil pour les écrits. Est-ce que les sujets étaient clairs? Est-ce que les candidats et le jury d'examen a bien compris les sujets? Vous voyez, donc tout ça, si on ne fait pas un test, un vrai test grandeur nature, en fait, c'est impossible. Si on peut pas, un projet, c'est pas du vent, hein, c'est vraiment, faut le construire de manière fiable. Et puis, dernier point, alors ça, ce sera peut-être plus sur la note d'opportunité. La note d'opportunité, c'est pas un document dans lequel on va dire notre organisme est le plus beau, le plus fort. On n'est pas dans un aspect marketing, on est dans un aspect je crée un projet de certification, c'est pour répondre à un besoin et je le démontre. Donc, on est vraiment il y a une espèce de storytelling derrière tout ça et on explique
l'histoire du certificateur. Et presque, comme tu disais, vous êtes presque des avocats qui défendaient votre projet. Et là, il faut amener des preuves, en fait. Exact. C'est pas juste j'ai envie, c'est sympa. Je pense que toi, Manon, tu l'as défendu comme ça. Tu avais vraiment les preuves. Oui, et je pense que nous aussi, ce que tu nous avais conseillé, Catalina, et je pense que ça a peut-être pesé, c'est qu'on a réussi à récolter pas mal de lettres de soutien d'associations, de collectifs café, qui est plutôt réputé dans le café de spécialité, d'importateurs de café, enfin plusieurs acteurs de toute la filière du café spécialité et qui ont pu vraiment témoigner et dire qu'ils nous soutenaient et aussi préciser que pour eux, ça manquait d'une certification dans l'activité de barista. Donc, je pense que ça nous a bien aidés. Mais ça, c'est un très bon indicateur. Si déjà vous commencez, enfin, c'est difficile pour les gens de faire la démarche de faire une lettre. Ils ne le font pas naturellement déjà. Donc, ceux qui le font, c'est que vraiment, il y a un besoin et on ne peut pas trop les forcer. Donc, ce qu'ils l'ont fait, je pense qu'effectivement, ils étaient convaincus et que ça montrait bien la preuve de marché. Donc, moi, je me super souviens intéressant. parce qu'il y a eu un premier raté quand le dossier a été déposé. On a eu un entretien avec l'instructeur. L'instructeur nous avait dit, à travers votre note d'opportunité, on le sait, on le sent que votre projet il répond à un vrai besoin. Bon, après, il fallait ajuster des choses sur notamment la cible, mais on le sait, on le sent. Enfin, vous voyez, l'instructeur, il passe du temps, quoi. Il passe un temps énorme à décrypter le dossier. Ce n'est pas juste une lecture cursive comme ça, c'est vraiment hyper poussé, hyper détaillé. Donc, voilà, faut... France Compétences n'a pas d'agent IA pour vérifier les dossiers et répondre. J'espère, si vous nous écoutez, que ce n'est pas le cas. Non. Je prends la question de Chantal. Peut-être une chose qui n'est pas très claire encore, la différence entre module et bloc. Oui. Alors, ce que module est ta formation, bloc est ta certification. Donc, quand on parle de module de formation, enfin, dans un programme de formation, on va avoir un enchaînement de modules. Module 1, alors, parfois ça correspond à jour 1, ou enfin voilà, un module, c'est un morceau de formation. Dans ce morceau de formation, j'apprends des choses. Dans un bloc de compétences, j'ai des compétences professionnelles. Donc, ces compétences professionnelles, c'est la finalité. C'est ce vers quoi le module de formation va m'emmener. Donc, je vais apprendre à m'exprimer en anglais, je vais apprendre les mots de vocabulaire, je vais apprendre la posture professionnelle quand je m'exprime en Angleterre. J'invente, c'est voilà. Pour, au final, répondre à une compétence professionnelle qui sera intégrée à un bloc de certification, qui sera par exemple, interagir en anglais avec un environnement RH. Voilà. Donc, une compétence, c'est la finalité vers laquelle le module de formation va m'emmener dans le programme. Voilà. Ça marche. Il y avait une question intéressante qui a été posée plusieurs fois, il me semble, de Caroline, pour les fameuses cohortes, notamment comment on finance ses premiers projets. Comment tu as fait, toi, Manon, pour... Est-ce que tu avais déjà des apprenants qui payaient pour ça de leur poche et après, oui, nous, on était déjà certifiés Calliope, donc on avait quand même la possibilité d'avoir des financements par France Travail. C'est un vrai coup de pouce. Mais on a une bonne partie des apprenants qui s'autofinancent. Voilà. Après, c'est des personnes. Enfin, voilà, c'est vraiment une formation qui a un but professionnel, donc ils le voient comme un investissement pour ensuite trouver soit ouvrir leur propre établissement, soit travailler comme barista dans des établissements. Donc, c'est vrai que voilà, c'est sûr que c'est un investissement, mais on n'a pas de. J'ai pas question, c'est pas ouais. Ouais. Un bon indicateur aussi. Quand les gens sont prêts à payer. C'est souvent, comment dire, c'est souvent problématique cette histoire de cohorte de valeur d'usage, parce qu'on dit, moi, je voudrais rendre ma formation certifiante, sauf que j'ai pas encore d'apprenants, mais en soi, c'est l'inverse. C'est parce que j'ai eu de la demande, parce que j'ai des apprenants que on va avoir de quoi défendre une cohorte. Alors, j'ai vu passer une petite question à ce sujet. Combien de personnes ? Oui. Voilà, super. À partir de combien de personnes par exemple ? Je l'ai vu. Techniquement, à partir de 2, en fait. Voilà, France Compétences ne donne aucune indication à ce sujet, mais attention, il faut quand même être cohérent, encore une fois, au regard de la nature du projet de certification. Si je suis sur un métier de niche ou sur une compétence de niche et qui concerne finalement assez peu de personnes,
il n'y aura rien d'incohérent à présenter une toute petite cohorte de 5-6 personnes. Maintenant, si on est sur un métier ou une compétence transverse qui concerne le plus grand nombre, avoir une toute petite cohorte, on va se dire, c'est bizarre quand même, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de demande, ça n'intéresse pas les gens, enfin voilà. Donc, il y a quand même une cohérence à avoir par rapport à ça. Oui, disons que pour avoir une certification, ce n'est pas forcément le nombre de gens que vous allez former par an qui va compter pour France Compétences. Même si c'est un métier un peu niche, mais qui va amener, on va dire, des gens dans l'emploi, ça leur suffit. Il ne faut pas qu'il y ait forcément de prouver qu'on va former 5000 personnes par an. Ce n'est pas ça qu'ils attendent. Totalement. Moi, si je devais tirer une moyenne sur l'ensemble, alors là, je parle pour l'ERS, je ne parle pas pour du RNCP, j'ai rarement des cohortes qui dépassent 12 personnes. Alors, parfois, il y en a plus, clairement, mais ça reste des petites cohortes. Il y a Anne encore, tu as plein de questions, Anne, c'est très bien, mais c'est intéressant, c'est sur la partie jury. Donc là, est-ce qu'on peut aussi se remettre d'accord sur que le jury ne veut pas être le formateur de l'information? Je rembobine et je précise, pas de formateur qui est intervenu dans le parcours de formation préparant à la certification dans le jury d'évaluation finale. Je ne peux pas être jugé partie en tant que formateur, d'accord? Parce que je vais être tentée, soit c'est un apprenant que j'aimais bien, ou au contraire que j'aimais pas, et je peux être tentée. Vous voyez, ça peut complètement fausser l'impartialité, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Logique. Alors, je ne sais pas si tu pourras y répondre, mais il y a Bernard qui a une question un peu personnelle sur son cas à lui. Alors, moi, je n'ai pas compris son intitulé sur ses certifications. Est-ce que ça te parle, toi, Katarzyna? Une sur l'utilisation de la méthode à titre individuel et l'autre sur la formation de formateur à la méthode. Alors, je ne suis pas sûre, effectivement, de comprendre la notion de méthode. Déjà, si on est sur une certification de formateur, donc en gros, c'est apprendre à devenir formateur. Là, on est sur du RNCP puisqu'on est sur du métier. Maintenant, si c'est déployer des techniques de formation, peut-être de formation particulière, enfin des techniques particulières pour améliorer la transmission de compétences, là, potentiellement, on est sur du RS. Après, il faudrait affiner, faudrait y aller un petit peu de manière plus affinée. Il y a peut-être aussi avec une référence. Bernard, que tu appelles Katarzyna pour en parler avec elle. Voilà. En tout cas, volontiers pour en parler. Alors, attends, si tu vois une question, tu laisses remonter aussi, Katarzyna. Il y a une question qui est intéressante de Guillaume, qui n'a pas été trop votée, mais que je trouve pertinente sur les formations e-learning. Est-ce que tu as des retours un peu sur ces formations e-learning aujourd'hui sur France Compétences? Encore une fois, la formation qui s'adosse à la certification, elle peut être déployée de différentes manières. Et j'ai envie de dire, là encore, ça dépend aussi de la nature même de la certification. Il y a des compétences que je peux acquérir en e-learning sans problème. Et puis, il y en a d'autres, si on est sur technique de mécanique pour réparer sa voiture, est-ce qu'en e-learning, je peux transmettre des compétences très techniques? Je ne sais pas. Je ne suis pas mécanicienne. Mais le raisonnement, c'est si la formation, quelle que soit sa forme, en présentiel, en distanciel, en blended learning, il y a un tas de façons de transmettre, permet l'acquisition des compétences de la certification, alors c'est OK. Et ça, c'est des choses qu'on démontre et qu'on explique aussi dans le dossier. Voilà. Donc, il y a encore des formations e-learning sur France Compétences, il n'y a pas de problème. Il faut effectivement qu'on soit cohérent. On n'a pas forcément évoqué le sujet de la durée des certifications. Christine qui nous demande qui décide de la durée? 2 ans, 3 ans, 5 ans? De la durée d'enregistrement. D'ailleurs, Manon, de votre côté, vous avez eu combien de durée Nous, c'est 3 ans. Donc, on était contents pour un premier dépôt. Premier enregistrement. C'est assez rare, les enregistrements plus longs pour un premier enregistrement. Ça arrive. On a eu des enregistrements pour 5 ans. Alors, après, sur des sujets notamment relatifs au handicap, parce qu'il y a une telle démonstration de besoin derrière que je pense qu'aussi France Compétences a été sensible à ça. Mais bon, après, je ne sais pas, je n'étais pas dans la commission. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que alors France Compétences, c'est surtout la commission, parce que l'instruction est menée par un instructeur. Ensuite, le dossier, une fois qu'il a été instruit, est présenté à une commission. Cette commission est représentée par des représentants de syndicats, de fédérations, de ministères, etc. Et puis, il va y avoir un vote pour dire oui, non, on enregistre, on n'enregistre pas.
et c'est au regard aussi du dossier, de tout ce qui a été fourni dedans et j'ai envie de dire du degré de confiance qu'on va accorder aux porteurs de projet que la durée va être déterminée. Voilà. Il y avait une question de Solène sur la pertinence de déposer sur une certif où il y a déjà peut-être des thèmes qui existent. Alors, il y a un vrai besoin. Le management, tout ce qui est autour du management, il y a quand même beaucoup de certifications. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Katarzyna? D'autres OF ont déposé et ont une certif, dois-je créer un nouveau dossier? Et j'ai envie de dire, alors, où vous calez sur ce qui existe déjà, ça dépend. Le but de votre certification, c'est que potentiellement, elle amène quelque chose, un élément différenciant. Alors, je fais attention à ce que je dis. À partir du moment où un sujet a été déposé, traité une fois, deux fois, trois fois, on ne va pas réinventer des compétences. Un métier est un métier, des compétences et des compétences. Mais parfois, il y a des manières de les aborder qui peuvent amener une plus-value parce que, par exemple, elles vont intégrer les effets de la transition numérique ou de la transition écologique ou du handicap. Enfin, voilà, je donne des exemples. Donc, encore une fois, il n'y a pas ce filtre-là à l'entrée. La vraie question, c'est est-ce que vous souhaitez vous rattacher à un certificateur avec les avantages et les inconvénients que ça comporte, la dépendance, mais en même temps, c'est la mise en œuvre qui est plus rapide. Ou inversement, vous préférez avoir une totale indépendance et autonomie et vous-même, pourquoi pas, créer votre propre réseau de certification et créer votre certification. Voilà, c'est plus ça, enfin, à mon sens, c'est plus ça la question. Il y avait une question d'Eric. Comme toi, tu connais les gens à France Compétences et tu sais le temps qui passe sur les dossiers. Alors, Eric nous demande, est-ce qu'il y a un nombre de pages un peu idéal pour les instructeurs? Est-ce qu'il y a un moment où ils se disent, là, c'est trop, ça va être compliqué? Enfin, voilà, je ne sais pas comment ils fonctionnent, en fait. Le petit retour d'expérience là-dessus, c'est qu'une seule fois sur des dizaines et des dizaines de dossiers, mais une seule fois, j'ai eu un retour d'une instructrice qui me dit, quand j'ai vu la note d'opportunité qui faisait 120 pages, je ne parle que de la note d'opportunité, je ne parle pas de tout le reste, hein, je me dis, ça fait beaucoup quand même. Hein. Voilà. Mais en soi, c'est la seule fois où j'ai eu un retour de ce type. Bon, et après, c'était même, c'était dit, je pense, un peu avec le sourire, mais n'empêche que. Il vaut mieux privilégier la qualité que la quantité. Maintenant, un dossier total, ça fait beaucoup de pages. Il y a énormément de choses à dire, en fait. Mais c'est pas parce qu'on brode et qu'on va raconter plein de trucs là que ça va être... Enfin bon, en tout cas, oui, non, c'est assez conséquent comme dossier. Voilà. Combien de pages à peu près, toi, vous avez fait pour... Oui, j'étais en train de regarder. Nous, on avait 70 pages, mais dont beaucoup d'annexes. Oui, voilà. La note d'opportunité. Oui, la note d'opportunité. Voilà. Ça compte pas tout. Oui, c'est les annexes qui font la note principalement, évidemment. Oui, il y avait, dans les annexes, il y avait notamment la grille d'évaluation. Oui, tes questionnaires, voilà. Tes lettres. Ouais. Oui, ouais. Donc, ça peut vite monter, effectivement, à 70 pages. Ouais. Ouais. Juste, je réponds pour... je vois qu'il arrive, il est 12h23, on va bientôt se quitter. Il y a plein de questions, on n'a pas forcément pris le temps de les balayer. Mais moi, je vous encourage à venir sur OF Connect, sur notre outil, notre forum en ligne. On a un canal dédié à toutes ces questions. Et que ce soit Katarzyna ou d'autres personnes, on pourra vous répondre en asynchrone. Donc, il faut simplement faire l'effort de vous inscrire, de venir. Et comme ça, après, on aura l'occasion d'y répondre par écrit. Ouais, voilà, je fais ma pub aussi, j'en profite. Et vraiment, n'hésitez pas à remettre vos questions, parce que je vois qu'il y en a plein, mais c'est frustrant de ne pas pouvoir... Mais les questions, en plus, elles sont toutes hyper pertinentes. Là, je trouve que par rapport à tous les 6 mois, quand on fait ce sujet, je trouve que les questions, elles montent en qualité à chaque fois. Ça prouve que vous avez tous quand même bien creusé le sujet. Le degré de stress par rapport à Calliope. Manon, est-ce que tu peux nous dire... C'est pas le même stress, c'est pas pareil. Non, c'est assez différent. Là, on n'a pas encore eu d'audit, du coup, donc je dirais pas que c'était stressant, c'est plus de gérer l'attente. C'est vrai que c'est très long. On a déposé le dossier, donc la deuxième fois quand on a itéré, on l'a déposé en tout début mars et on a eu une réponse. Bon, l'été est passé par là, mais à la commission de septembre. Donc c'était vraiment long. Il faut pas se démotiver. Mais je dirais que c'est un peu, pour l'instant, ça m'a semblé moins stressant que Calliope. C'est plus vraiment du travail à fournir. C'est ça, c'est du travail. À la limite, c'est plus... en fait, chaque mois, on a les
les enregistrements qui sont publiés. Donc, c'est une fois par mois, sauf au mois d'août, parce qu'il n'y a pas de commission au mois d'août. Et je vous promets que chaque mois, quand je me connecte, j'ai le cœur qui tambourine en me disant qui va être enregistré, qui ne va pas. Oui, parce qu'il n'y a pas, tu reçois pas de mail avant, tu n'as pas un message avant la publication. C'est vraiment, vous le découvrez avec la publication. Oui, oui. Ouais. Et donc, moi, je passe le bac tous les mois. Résultat, c'est affreux. Mais quand on a des bonnes nouvelles qui tombent, c'est là où c'est génial. Enfin, voilà. Ouais. On appelle Manon à 23h. Manon, c'est enregistré. Voilà. Il y a une question de Charlène qui nous parlait des contrôles, parce qu'une fois qu'on y est, alors après on pourra faire un webinaire sur l'après, une fois qu'on a, Manon, tu es au début de l'aventure, donc on pourra se revoir dans un an et tu nous diras ton expérience. Mais comment ça se passe, Katarzyna, après aussi, pour les certificateurs? En fait, c'est là que la vraie vie commence. Donc là, Manon est en plein dedans. Après, il faut déployer la certification strictement comme elle a été décrite dans le dossier. Donc, dans le dossier, on dit que les évaluations se passent comme ça, le jury est convoqué à tel moment, le déroulé, ça se fait de telle façon. Faut le dérouler strictement comme ça a été annoncé. Et puis après, il y a la phase EDOF. Donc, il faut faire, si vous n'avez pas déjà de compte EDOF, il faut créer son compte EDOF. Quand le compte EDOF est créé, donc, il faut publier et de manière très, très précise le contenu pédagogique de la formation qui mène à la certification. Quand vous avez évalué vos candidats, il faut déclarer les titulaires auprès du système informatique de la Caisse des dépôts et consignations. C'est ce qu'on appelle dans le jargon l'accrochage. Voilà, donc là, maintenant, à votre prochaine session, vous allez accrocher vos certifiés. Donc, il faut le faire vivre, tout ça, c'est hyper... Oui, puis après, il faut des outils. Donc là, je prêche pour ma paroisse, pour Digiformat, évidemment, quand on se lance. Tout dépend après le nombre de dossiers qu'on a, mais voilà, ça vaut le coup d'avoir des outils aussi pour ne pas passer au travers. Et après, il y a la CDC qui fait des contrôles réguliers aussi, Katarzyna, toujours. Alors, ce matin, tout à fait. J'ai eu un échange téléphonique d'ailleurs avec un certificateur qui a été enregistré, je crois, il y a 6 mois, quelque chose comme ça, et qui est en plein contrôle. Mais ce n'est pas un contrôle, ce sont des contrôles aléatoires. Et je vais être très bien, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire que ceux qui détournent, qui fraudent ou quoi que ce soit, au moins, ça va recadrer un petit peu les choses. Et puis là, la personne me dit, j'ai envoyé un document et puis c'était bon. Je dis, oui, parce qu'il n'y avait rien d'autre à dire ou à faire. Enfin, voilà, c'est des petits... Il n'y a pas d'audit comme pour Calliope, mais effectivement, les audits, on va dire, sont remplacés par des contrôles aléatoires de demande de justificatif, quoi. Oui, puis on parlait des apprenants qui ne vont pas toujours passer leur certification. Si vous faites, vous, le travail de leur donner les infos, de leur faire des rappels, de leur expliquer le contexte, s'ils ne le font pas, moi, je n'ai pas eu de cas pour l'instant dans mon entourage, mais ils peuvent être appelés à l'ordre par la Caisse des dépôts et se voir demander le remboursement de la somme, de la formation. Donc, il faut que les apprenants aussi aient conscience que passer par le CPF pour se former, ça veut dire aussi passer à la fin la certification, même si c'est stressant, même si ce n'est pas toujours très agréable, qu'on a, comme tu dis, le sentiment qu'on revient en arrière, qu'on passe son bac, mais c'est important. Et puis, c'est ça qui fait preuve aussi quand même de notre compétence. C'est ça. Non, mais c'est hyper valorisant, en fait. Bien sûr. Maintenant, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une personne qui demande, alors ce n'est pas un numéro RNCP, c'est un numéro RS. Est-ce que vous pouvez afficher le numéro RS de la fiche de mettre en œuvre les techniques de barista? Oui, alors... Regardez la fiche, c'est hyper intéressant de voir comment c'est constitué. Je l'ai pas en tête. Alors, hop, je me mets dessus. Et je vais vous partager mon écran. Hop. Donc, voilà, je ne sais pas si vous voyez. Ouais, super, merci. Oui, c'est parfait. Voilà, c'est la fiche 72-78. Voilà. Et alors, si vous allez tout en bas de la fiche, il y a toutes sortes de renseignements. Le référentiel. Il y a un référentiel d'activité. Donc là, vous pourrez voir comment c'est fait. Et Katarzyna, Manon, on avait une question qui a été posée, j'ai répondu un peu vite, mais on est d'accord que Manon, tu ne peux communiquer que sur l'intitulé exact de ta certification. Est-ce que si on a notre site web et qu'on met un intitulé un peu plus peut-être marketé, est-ce que ça passe encore ou non? Ça passe plus du tout, hein? Non.
Donc voilà, on sait que certains le font encore, c'est pour ça que je Non, non. me permettais de redire la règle. Ouais. Le contenu, l'intitulé de la formation doit être celui de la certification. Et alors, j'en profite pour répondre à Pauline. Si on change le contenu après 1 ou 2 formations, alors évidemment, une formation, ça vit, ça peut évoluer. Il y a des choses qui peuvent être ajustées, qui peuvent être changées. Mais justement, le programme de formation, on ne le met pas dans le dossier de certification. Donc, ça peut évoluer. Par contre, si vous rajoutez des modules qui n'ont rien à voir avec l'examen final, c'est là où on va dire, mais non, il y a un truc qui n'est pas cohérent. Donc, des ajustements, oui. Des écarts de chemin, non. Eh ben, il y a plein d'autres questions, mais il est 12h30, donc vraiment, on aurait pu passer la journée entière. C'est hyper intéressant. Mais alors voilà, je vous encourage, vous venez sur OF Connect, le canal CPF et DOF. Katarzyna, toi, tu es présente. Il y a d'autres personnes aussi qui le sont, qui pourront répondre. Et puis, on refera un atelier en petit comité, peut-être avant la fin d'année, on verra. Et puis, bon courage, bonne chance à tous ceux qui peut-être vont déposer, vont tenter leur chance. On aura donc dans le mail tes coordonnées, Katarzyna aussi, oui, si certains veulent se faire accompagner. Manon, peut-être que dans 1 an, on se retrouve et tu nous diras comment s'est passée ton année. Voilà, combien d'apprenants t'as formé, comment ça s'est passé. On parlait notamment des paiements sur le CPF, comment ça se passe. Après, on parlait du CPF, mais il y a aussi, ce n'est pas qu'il y a plein de modes de financement. Il ne faut pas faire une certification que pour le CPF, évidemment. Ça, on le répète à chaque fois, mais c'est vrai que… C'est un super levier, c'est clair, mais même sans ça, par exemple, Café Lomi, bon, je pense encore plus avec le CPF, mais une grosse demande, hein, clairement, parce que voilà, oui, c'est un accélérateur, mais après, voilà, en tout cas, dans le cas de Café Lomi, c'était déjà, il y avait déjà une reconnaissance avant même l'enregistrement. Eh bien, merci à tous. En tout cas, on se retrouve sur OF Connect. Et puis, voilà, on se tient au courant pour la suite des projets de chacun. Katarzyna, bonne fin de semaine. Manon, toi aussi, avec tout le travail qui t'attend. Merci beaucoup. On se retrouve vite et on se retrouve jeudi prochain avec Hélène Couder. Et là, on va parler Calliope. Donc, pour ceux qui ont encore des questions pour leur audit à venir, Hélène sera là et répondra à vos questions. Et puis, voilà, encore plein de sujets cette année. Donc, voilà, 2025 n'est pas fini. Voilà. Un petit peu. C'est ça. Allez, merci à tous. Merci. Et puis à très vite. À bientôt.